Michel Bouquet, jouer Molière dans un théâtre dédié à Jean Vilar, c'est pour vous un beau rendez-vous de travail et de souvenirs, non? Oui, parce que il m'est arrivé de jouer pour Jean Vilar le Pierrot de Don Juan au Festival d'Avignon. Je n'ai pu le jouer que 7 fois, c'est-à-dire les 7 représentations d'Avignon. Ensuite, le rôle a été repris par Jean-Pierre Darras à Paris parce que j'étais occupé à ce moment-là ailleurs. Mais enfin, il tenait beaucoup à cette rencontre de moi avec un personnage patoisant et un personnage de jeune cultivateur, on peut dire, avec la dimension poétique et magique de tous les personnages de Molière. Et alors, ça me rappelle ce souvenir-là. J'ai joué ensuite Maître Jacques dans la Var, justement, dans le 3e montage que Vilar a fait de la pièce. Et on était venu d'ailleurs le jouer à Bruxelles. Au Palais des Beaux-Arts. En revenant du côté cinéma et en pensant à vous, Michel Bouquet, vous avez dit à un moment donné que pour vous, ça avait été plus aisé le cinéma à cause d'un physique qui n'était pas très typé. Oui. Et qu'à ce moment-là, grâce à ce physique, vous avez pu interpréter différents rôles qui vous plaisaient. C'est exact? Oui, c'est exact. Je pense que le vrai visage du comédien, pour prêter son visage à d'autres personnages, à d'autres rôles, il ne faut pas qu'il soit trop typé. Il ne faut pas qu'il soit trop présent. Il faut qu'il ait une certaine, comment dirais-je, nature d'insaisissable. Possibilité d'osmose. Une possibilité d'osmose et pas des traits qui particularisent immédiatement. Mais évidemment, ça, ce sont des points de vue qui ne sont pas partagés par beaucoup de mes confrères. Mais enfin, c'est un point de vue auquel je tiens. C'est-à-dire que je n'ai jamais... Je crois que j'ai fait une fois pour Chabrol de mettre une fausse moustache pour jouer un rôle. Mais c'est extrêmement rare que je le fasse. Je n'aime pas ça. Vous n'aimez pas du tout les maquillages non plus, d'ailleurs. Vous refusez cela. J'aime bien que le visage soit le plus neutre possible et qu'à travers, enfin, cette neutralité du visage, se lisent, enfin se voient les intentions du cœur et les intentions de la réflexion. En fait, pour vous, Michel Bouquet, tout a commencé avec Albert Camus, Caligula, oui. Gérard Philippe. Comment votre rencontre avec Camus s'est-elle faite? Via Gérard Philippe? C'est comme ça que ça s'est passé? Non, ça ne s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai passé une année avec Gérard au Conservatoire national et puis on a sympathisé, on est entrés la même année. Vous avez été reçus la même année? Oui, on a été reçus la même année. Et puis, je lui ai donné des répliques dans le courant de l'année. Puis, il n'était pas dans la même classe que moi. Il était chez le roi, moi j'étais chez Mme Busan. Mais je lui ai donné quelques répliques à la classe. Et puis, je lui ai donné sa réplique de fin d'année dans Fantasio. Il est sorti avec la scène de Fantasio. Et je lui ai donné la réplique de Spark. Et Camus a assisté au concours, n'est-ce pas, cette année-là. Et puis, il m'a demandé de jouer, d'être fait partie de la création de Caligula avec Gérard. Et alors, Gérard, lui, était depuis longtemps engagé par lui pour jouer le rôle. Mais il a pensé que j'étais nécessaire pour créer le petit personnage de Scipion, qui est un très très beau personnage d'ailleurs. Et alors, je lui ai dit que j'étais très flatté, très heureux, très honoré de la chose. Et puis après, j'ai entretenu avec lui des relations très agréables. Et puis, il m'a redonné à nouveau une pièce à créer, Les Justes, avec Maria Casares et avec Adjani. Et puis, ensuite, il m'a donné Les Possédés, enfin l'adaptation qu'il a fait des Possédés de Dostoïevski. Un beau parcours avec lui. Oui, un beau parcours avec lui, et puis surtout que c'était un homme tellement chaleureux et tellement humain, tellement cultivé, profond, et en même temps tellement drôle, tellement plein d'humour, tellement joyeux finalement, malgré tout ce qui le menaçait, puisqu'il était très malade déjà, et oui, il a toujours traîné une tuberculose ou quelque chose comme ça, et donc il était toujours entre un médecin et un autre, quoi. Mais ça n'empêchait pas d'être tout à fait spontané, gai. Mais c'est des gens nés de la guerre et de l'épreuve de la guerre et de la résistance, donc c'est des gens qui étaient très très solides.
En suivant la carrière d'un comédien qu'on aime, on retrouve parfois des documents qui sont tout à fait émouvants, parce qu'ils sont un peu lointains, et ainsi on a pu retrouver, et peut-être vous avez quelques souvenirs là-dessus, un film de Grémillon, Patte Blanche, avec Suzy Delair et Fernand Ledoux. Est-ce que vous avez un souvenir de ça? Très précis, oui. Vous avez tourné ça en Bretagne, je pense. En Bretagne, oui. Et puis Grémillon était un être magnifique. Pour moi, c'est le plus grand metteur en scène français. Enfin, pour mon goût, je pense que c'est avec Renoir. Enfin, on peut dire et Vigo, quoi. C'est du même ordre. Enfin, c'est des êtres qui ont un monde poétique en eux extraordinaire, et ce monde se rattache à la peinture, ou se rattache à la musique, ou se rattache, je veux dire, à des traditions de l'art depuis toujours. Et ils trouvent une manière de voir, de regarder, qui tient compte de l'ensemble des choses qu'ils ont reçues. Ce sont des êtres de culture, si vous voulez. C'est d'ailleurs beaucoup à Grémillon que je dois, si vous voulez, l'intérêt que j'ai pour tout ce qui est, je veux dire, le travail culturel d'un interprète. La nourriture, de chercher sa nourriture, soit dans l'architecture, soit dans la peinture, soit dans la musique, etc. Et d'essayer de donner une réponse aux questions qu'on se pose sur les structures, sur les rythmes, sur les nuances, sur la qualité de la réflexion, enfin. Alors, le scénario et les dialogues de Patte Blanche, c'était Jean Anouilh. Oui. Alors, nous revoici dans le théâtre. Vous avez fait aussi un long parcours avec lui, création de 6 pièces. 6 pièces, Est-ce que vous vous entendiez bien avec cet homme-là? Ah oui, je m'entendais très très bien. Il m'a appris beaucoup de choses. C'est lui qui m'a appris en tant que metteur en scène, à respecter l'auteur et à tout aller chercher dans l'auteur. C'est lui qui m'a... Il vous a appris l'obéissance? Il m'a appris une certaine obéissance, une certaine discipline, puis il m'a appris aussi à regarder le monde pour pouvoir s'adresser au public. Non pas, je veux dire, avec je veux dire, en voulant lui apprendre quelque chose de soi, mais au contraire, à l'avoir bien regardé pour lui retranscrire très fidèlement ce qui peut être, donc ce qui peut l'émouvoir, donc ce qui peut le faire rire, donc ce qui peut lui apprendre quelque chose. Vous avez dit que c'était un théâtre d'entomologistes, c'est vrai? Oui, d'entomologistes. Oui. C'est un homme qui colle des papillons, n'est-ce pas, sur des petites vitrines pour les faire bien voir morts. Il avait ce goût de compte à régler? Oh, je ne pense pas que ce soit ça, non, mais je pense que c'était dans sa nature, et c'était aussi sa forme d'art, parce que, on peut dire, c'est un petit peu au purgatoire en ce moment, Anouilh, mais je ne pense pas que ça le restera, parce qu'il y a une véritable démarche très personnelle à lui, une vision du monde par la médiocrité, une vision du monde par comment dirais-je, l'humour grinçant, n'est-ce pas? Qui redevient très actuel, si je vous comprends bien. Qui peut en tout cas redevenir très actuel. Je pense qu'il a une façon de voir. C'est comme des petits microbes, n'est-ce pas? Ou des petits insectes, n'est-ce pas? C'est un monde absolument dans un grotesque terrifiant. Donc je reste toujours un mystère. Ben oui, je reste toujours quelque chose d'incompréhensible. Même pour le film de Boisset que vous avez accepté parce que ça vous semblait bien ce personnage qui était un flic un peu violent, mais par amitié, par souvenir d'amitié. Je veux dire, c'est ça le Condé. Oui, je pense que c'est aussi parce qu'il était suicidaire qu'il m'intéressait. Je trouvais que dans sa démarche, il y avait quelque chose de suicidaire. Les gens y ont vu une espèce de portrait de crapule, de personnage terrible. Moi, je pense que c'était plutôt une victime de son métier, et avec des tendances suicidaires. Je ne sais pas, je ne suis peut-être pas parvenu à le dire très clairement, si, mais enfin, tout à fait. Mais c'est cette tendance suicidaire qui vous intéresse, qui nous pose interrogation. Oui, c'est-à-dire cette tendance suicidaire me paraissait émaner de la profession même.
C'est-à-dire que, oui, parce que si je passais toute ma vie au milieu des faits divers les plus horribles et puis à essayer de décrypter, n'est-ce pas, pourquoi ces choses ont eu lieu, etc., j'en arriverais à une espèce de désespérance de l'humanité. Qu'est-ce que cette désespérance de l'humanité ferait de moi à la longue? Et c'est cette question-là que je me suis posée. Et je me suis dit, dans le fond, s'il y a des traces, enfin, de dureté, de bestialité ou de troubles métaphysiques, il est normal qu'elle marque, enfin, qu'elle marque l'individu. Alors c'était ça qui m'intéressait, de raconter dans le Condé. En fait, on pourrait dire peut-être dans une carrière ou une vocation comme la vôtre qu'il n'y a pas de rencontre fortuite, si on voit au fur et à mesure, et en passant même par le cinéma, ce script que vous avez failli refuser. Le jour où la porte s'est entrouverte et que vous avez vu la tête, la bouille, je dirais, de Chabrol, vous avez dit d'accord. Oui, hein, oui. Il n'y a pas de rencontre fortuite finalement. Il y a pas, oui, parce que le monde de Chabrol est un monde qu'on peut aimer ou ne pas aimer. On peut aimer sa façon de tourner ou ne pas l'aimer. Ça regarde chacun. Mais c'est vrai que c'est un témoin et c'est vrai qu'il est en train, enfin qu'il a toujours fait la même œuvre. Il a toujours travaillé, je veux dire, pour accumuler, enfin, toujours de plus en plus profondément, avec des faits divers différents, une certaine vision du monde qui est la sienne. Et c'est une certaine vision du monde qui tombe juste par rapport à ce qu'est le monde. Alors donc, il a toutes les chances de laisser une œuvre de créateur, même s'il y a des films à l'intérieur de cette œuvre qui sont moins importants que d'autres. En fait, cette rencontre, vous aviez failli la manquer, je pense, quand vous avez envoyé un scénario que vous aviez, à la lecture, refusé. Oui, oui, ça ne m'intéressait pas beaucoup, mais c'est de le voir. Vous avez vu Chabrol, c'est ça, son physique? C'est son physique, oui. Et puis sa manière d'être. Oui. Et cette curiosité merveilleuse, cette curiosité qu'il a sur les êtres, sur les choses, et cet amusement, mais cet amusement qui n'a rien de cynique, qui est un amusement comme de gosses dans un préau d'école. C'est l'amusement vraiment de dire ils sont comme ça, c'est drôle, et puis moi je dois être comme ça aussi, puis rions-en. Et je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans de très sain. Pourtant, il a fait de vous une sorte de notable qui ne me semble pas vraiment collé avec votre nature. Oh non, mais ça l'amusait ça l'amusait sûrement de me faire voir que je pourrais être ça. Ah voilà. Et c'est vrai que je pourrais être ça. On peut être tellement de gens différents. Oui, mais enfin, on a sa nature profonde, en fait. Oui, mais la nature profonde, elle est malléable quand même. C'est vrai que on peut aller à ses défauts ou à ses qualités. C'est vrai aussi qu'on peut aller à des destinées différentes et que, comme le disait Rimbaud, je est un autre. Donc, on a 1000 possibilités. Les acteurs le savent parce que les acteurs prêtent, enfin, je veux dire, leur intériorité, leur personnalité, ce qu'ils sont, et leur curiosité à la découverte d'un autre qui est soi. Depuis 77, si je ne me trompe, vous êtes professeur au Conservatoire national d'art dramatique. Oui, je ne le suis plus. J'ai donné ma démission il y a quelques mois. Oh. Parce que j'allais être atteint, si vous voulez, par la limite d'âge. La limite d'âge maintenant est 65 ans. C'est un droit de l'homme auquel on n'a pas le droit. Alors, comme je n'aime pas être remercié... Vous êtes parti avant. Je suis parti avant. Très bien, voilà. C'est très élégant. Ceci dit, vous avez quand même eu rencontré vos élèves là-bas. Oui. Et ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'est-ce que vous essayez à ce moment-là de leur faire comprendre pour qu'ils puissent toucher le cœur du public dans leur interprétation? C'est-à-dire que les principes enfin fondamentaux, c'est la relation privilégiée avec l'auteur. C'est de considérer que c'est le partenaire, si vous voulez, principal, c'est l'auteur. Et donc, il faut entretenir des relations avec lui pour qu'il puisse livrer ses secrets. Et ensuite, il faut entretenir des relations. Et comment entretient-on ces relations? Par des lectures successives. Surtout en pensant bien qu'une œuvre de génie ne peut pas se comprendre, enfin, sur le plan de la relation intime pour la jouer, avant des centaines de lectures.
Une œuvre de génie paraît très claire, elle paraît très simple, elle paraît très évidente immédiatement. Et on croit, après la première lecture, ou la seconde, ou la troisième, ou la 10e, on se dit, bah oui, ça va, j'ai compris. En fait, non. Le problème est plus difficile parce que il y a toute la part du dit, évidemment dans une lecture, mais il y a la part du non-dit. Et ce qui est non-dit est souvent beaucoup plus important, comme dans l'iceberg, c'est beaucoup plus important ce qui est dessous. Et les structures de rythme qui appartiennent aux motivations du dessous, ces structures de rythme ne peuvent se percevoir que très très lentement. Et par un travail assidu, et par l'enchaînement, si vous voulez, l'enchaînement des lectures successives qui amènent des réactions différentes dans le subjectif de l'individu qui lit. On lit une pièce un jour, on s'aperçoit qu'elle est violette ou rose, et puis le lendemain, elle est jaune, et puis le surlendemain, elle devient noire comme de l'encre, etc. Et il faut arriver, si vous voulez, à une synthèse, si vous voulez, de connaissances avec l'œuvre qui permettent d'approcher les rythmes d'intention de l'auteur. Oui. Une fois qu'on a saisi les rythmes d'intention de l'auteur, c'est-à-dire les secrets qui a fait qu'il a pris la plume pour écrire ça plutôt qu'autre chose, et qu'on sait chronologiquement parlant à quelle date, dans quel moment de sa vie se situe l'envie d'écrire cette pièce. Je crois qu'à partir de ce moment-là, on a la connaissance de quelque chose qui est tout à fait irremplaçable. Et une œuvre de génie est, par le fait qu'elle est une œuvre de génie, qu'elle est un chef-d'œuvre, elle est incompréhensible et inanalysable. C'est bien évident. Si on pouvait l'analyser, et je veux dire la mettre en fiche signalétique, je veux dire, il n'y aurait pas un chef-d'œuvre. Il y a un chef-d'œuvre parce qu'il y a le mystère. Il y a le mystère. Donc, plus on approche, si vous voulez, par ces lectures, de l'âme de l'auteur et des raisons qui ont fait qu'il a pris la plume pour écrire ça, après ça, n'est-ce pas, on peut, si vous voulez, faire la même approche à partir du personnage et essayer de voir dans la dimension énorme du personnage quelles sont les choses qui découlent de la volonté de l'auteur pour le faire agir, pour faire bouger la marionnette. Et après ça, il faut habiller cette marionnette de chair, n'est-ce pas? Et puis après ça, il faut essayer de trouver un rapport avec le public. Et tout ça était perceptible à des jeunes de 18-19 ans? Je pense que oui. C'était pas décourageant pour eux c'est une vaste entreprise que vous annoncez là, hein? Oui, mais je pense qu'on a toute la vie pour le faire, et puis que, je veux dire que c'est moins astreignant que ça ne semble. Et il faut essayer de trouver le plaisir à le faire, voilà. Sinon, si on fait ça comme studieusement, je veux dire, là, évidemment, ça serait véritablement ennuyeux. Mais non, si on a le plaisir, si on a la technique, si vous voulez, pour approcher la lecture et pour faire que cette lecture soit la plus riche possible, à ce moment-là, il est tout à fait intéressant de passer son temps à ça plutôt que... c'est une promenade comme une autre. Voilà, une jolie promenade à faire. Lorsque vous êtes rentré au conservatoire, vous étiez un enfant pratiquement, oui. Vous parlez beaucoup pour vous au théâtre de la vocation. Votre mère vous emmenait, oui. Je pense, au théâtre le dimanche. On ne va plus au théâtre le dimanche maintenant parce qu'il y a la télévision, je suppose. Oui, hein? Oui. Elle m'emmenait. Puis c'était, vous savez, la période de l'occupation. Alors c'était une période très dure, extraordinairement sans espoir pour des gens pauvres. Très difficile à vivre. Votre père, à ce moment-là ma mère travaillait comme modiste chez elle, à l'appartement, et elle était obligée de travailler une grande partie de la nuit pour nous aider, pour nous faire vivre, pour nous amener à la vie de la meilleure façon possible. Vous étiez 3 garçons, hein, ce moment. Nous étions 3, oui. Et votre père était prisonnier. Et moi le 4e, et mon père était prisonnier. Et dans toute cette période, si vous voulez, notre seul bonheur, c'était de faire la queue, si vous voulez, toute l'après-midi à l'Opéra Comique. Alors on venait vers 2h de l'après-midi pour être dans les premiers, et on faisait la queue toute l'après-midi pour rentrer le soir vers 7h au théâtre et voir soit la Tosca, soit Carmen, soit Péléas et Mélisande. Et aussi on allait à la Comédie Française, on faisait la queue aussi, et on était très bien placés comme on arrivait parmi les premiers, et on voyait toute la grande troupe du théâtre français de l'époque
qui a été une troupe prodigieuse, puisque les plus grands acteurs, Ledoux, Debucourt, Madeleine Renaud, Maribel, enfin Clarion, enfin tous ces grands acteurs jouaient ensemble. Et c'était tout à fait impressionnant, je veux dire. Et c'est ça qui m'a donné le goût du théâtre, bien évidemment, parce que je me trouvais dans une vie un peu morose, si vous voulez, de par la guerre, de par mon métier de mitron, de pâtissier, n'est-ce pas, qui m'obligeait à me lever à 5 heures du matin et à aller travailler très tôt et à revenir le soir à la maison assez tard, fatigué, et puis déprimé par la réalité, quand même déprimé par le misérabilisme de l'époque, déprimé par le peu d'espoir, parce qu'on oublie que les 2-3 premières années de l'occupation, il n'y avait aucune possibilité d'imaginer, de penser que les choses pouvaient se retourner. On avait l'impression qu'on en avait pour toute sa vie et que jamais les troupes allemandes ne seraient défaites, qu'on était condamné à être les vassaux du nazisme. Donc on était dans un état de très grande mélancolie, de très grande misanthropie, même très tôt. Et donc c'est cette possibilité de pouvoir échapper par la fiction à la réalité est devenue, si vous voulez, pour moi, une chose essentielle. C'est-à-dire que je me suis dit, je n'ai qu'une possibilité pour m'en sortir, je n'en ai qu'une, c'est d'entrer dans l'étoile peinte et d'oublier complètement la réalité. Oui. Voilà. Et c'était déjà être comédien, ça, l'étoile peinte. Ben, bien sûr. C'était vouloir être dans un monde fictif, ou plutôt que dans un monde réel. Je pense que lorsqu'on vous dit que le théâtre, c'est un plaisir de jouer, ça vous agace un peu. Parce que vous dites que c'est du travail, hein, finalement. C'est un travail énorme, et puis c'est tout sauf du plaisir. Parce que si on veut donner du plaisir à l'autre, il faut quand même malgré tout en éprouver, bien entendu, mais il faut aussi œuvrer pour son plus grand plaisir, travailler pour que le public d'abord se reconnaisse dans la chose que l'on lui propose, et ensuite lui fait toucher du doigt comment dirais-je, la misère et la grandeur de notre condition, pour qu'il puisse se dire, en sortant du théâtre, oui, en effet, on peut atteindre ce degré de misère, mais on peut atteindre aussi ce degré enfin, cet amour de la vie. Oui. Et c'est pourquoi j'aime tant Molière, c'est qu'il y a en même temps dans Molière quelque chose qui est très féroce pour l'individu humain, et à côté de ça, toutes les excuses et toute la tendresse qu'il peut avoir pour l'être humain. Donc, si vous voulez, il y a une véritable opération morale qui se joue pendant la représentation, qui fait que les êtres sont devant eux-mêmes, et étant devant eux-mêmes, ils ont, en quelque sorte, par la magie de la représentation, la possibilité d'échapper peut-être ensuite au retour des travers et des défauts qui les font tant souffrir. Lorsque vous avez accepté de jouer le rôle de Javert pour Robert Hossein dans Les Misérables, alors là c'était en rupture complète avec les lignes Obaldia, Beckett, Pinter. C'est un autre personnage que vous donniez à voir à ce moment-là au public. Oui, j'ai relu le livre avant de donner un accord à Robert, qui tenait beaucoup à ce que je joue Javert. Et moi, je lui disais, tu sais, je crois que c'est un personnage qui me convient mal, parce que je n'ai pas le cuir assez épais. C'est un personnage qui a le cuir épais, il m'a dit, oh, mais écoute, je ne vois pas quelqu'un d'autre. Je te demande, et Lino Ventura est tout à fait du même avis, je te demande d'y réfléchir et de me donner un avis. Et quand tu l'auras relu, alors je l'ai relu, ce qui est une tâche énorme de relire Les Misérables, mais enfin bien agréable. Et puis je me suis dit, en effet, il y a quelque chose qui peut-être peut me permettre, enfin, de trouver un accord entre le rôle et moi, c'est la possibilité de donner la dimension de misère que le titre indique, de misère liée à une fatalité qui écrase l'individu. Soit il écrase Jean Valjean, mais cette fatalité écrase aussi Javert. Et au fur et à mesure que le film avance, la rugosité, si vous voulez, de Javert s'amenuise pour faire place à une espèce
de profond désespoir. Il s'effrite, en fait. Et oui, oui. il s'effrite. C'est un personnage qui s'effrite, qui perd complètement l'idée de sa réalité sur Terre, dans cette fonction qui est la sienne, et qui se trouble énormément de ressentir cela au point de se suicider. J'imagine que pour faire le métier que vous faites depuis ce nombre d'années, vous avez dû être bien accompagné dans la vie, parce que Oui. c'est important. C'est très important, oui. C'est capital, oui. J'ai une femme merveilleuse qui est une actrice que moi j'aime énormément et qui joue beaucoup avec moi, qui est Juliette Carré, avec qui nous avons joué La Danse de mort, avec qui nous avons joué Le Malade imaginaire, où elle jouait une Toinette magnifique, où elle joue dans L'Avare, Frosine, et on a beaucoup d'autres projets encore ensemble. Et j'aime beaucoup d'abord jouer avec elle. Je trouve que c'est une partenaire merveilleuse dans le jeu. Et en plus, c'est un œil très vigilant sur mon travail et très enrichissant. Elle me dit toute la vérité. Elle n'a pas peur de me la dire, même si quelquefois j'ai du mal à l'entendre. Je tiens compte de ses avis, et si je ne l'avais pas, je ne pense pas que j'irais si loin dans les rôles. C'est ça, on ne peut pas faire un chemin comme ça, solitaire, je veux dire. Je pense pas, non. Parce qu'il faut, vous savez, l'acteur qui est... si les gens, évidemment, m'engagent ou me demandent de faire des choses dans leur théâtre, c'est qu'ils m'aiment bien sûr. Alors ils ont tendance à sacrifier, si vous voulez, à cette admiration. Et ils ne savent pas que pour que cette admiration continue, il faut quand même un travail constant et aucune répétition d'un rôle sur l'autre. Il faut changer complètement, comment dirais-je, le matériel qui est à l'intérieur du rôle. Et il faut changer la voix, il faut changer la respiration, il faut changer la technique de jeu. Il faut faire tout un travail, et pour cela, il faut une franchise énorme. Et il faut quelqu'un qui me connaisse suffisamment pour savoir que j'ai ces ressources en moi et pour exiger que je les donne. Ah oui, bien sûr. Elle me dit toujours, ce n'est pas moi qui peux jouer à ta place, bien entendu qu'elle ne peut pas jouer à ma place, comme moi je ne peux pas jouer à la sienne. Mais les renseignements qu'elle me donne sont absolument indispensables, précieux. Est-ce que vous avez eu le temps de courir les musées ici, parmi les représentations? C'est une chose que vous aimez. Aller revoir, je pense, Les Nègres de Rubens. Ah, ben oui, ça moi j'aime énormément. Oui. Tout ce qui est en Belgique, je le connais à fond, parce que j'ai fait tellement de voyages ici et j'ai tellement, je veux dire, je suis pénétré de cette culture et je suis pénétré. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai des liens particuliers avec le public de ce pays. Et mais là, je n'ai plus le temps maintenant, parce que j'ai 63 ans, et que de jouer l'Avare tous les jours ou Le Malade imaginaire tous les jours, ça impose une discipline. C'est un exploit athlétique. Oui, c'est un exploit. Un exploit à mon âge, enfin très très dur à réaliser, et je prends toutes les précautions nécessaires. C'est une bonne idée, parce que nous avons envie de vous voir souvent et longtemps. Alors avant de nous séparer, vous dire un grand merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Où pouvons-nous espérer vous voir dans les mois, dans les années qui viennent? Quelles sont les choses que vous avez envie de faire, de nous montrer? J'ai joué 300 fois Le Malade imaginaire les 2 dernières saisons. Je pense que je jouerai à peu près le même nombre de représentations de l'Avare, donc ça va retarder un petit peu la prochaine création. Je n'en suis pas fâché parce que j'éprouve le besoin de plus en plus d'avoir du temps pour préparer les choses. Je pense à 2 autres Molières et je pense à un Monterland. Shakespeare? Voilà. Pour le moment, peut-être avec Gretchen un jour, on avait l'envie de faire le Roi Lear, et c'est une chose... c'est un rôle qui me laisse encore du temps, donc je verrai ça après. Mais j'aime beaucoup jouer les pièces françaises. J'aime beaucoup la langue française, et je trouve que pour le public, c'est quelque chose de très important de pouvoir jouer une pièce dans la langue originale. Un dernier petit mot. Votre opinion sur le monde tel qu'il va maintenant? Mon opinion sur le monde... Je pense que passé un certain âge, on ne voit plus très bien clair. Vous n'avez pas envie de me répondre? Si, non, je pourrais vous répondre, mais je pense que c'est une autre génération qui fait le monde. Et quand j'ai beaucoup travaillé avec les élèves, je me suis rendu compte qu'une génération n'apprend rien à une autre.
et que c'est peut-être une des fatalités humaines ou peut-être un des bienfaits. On ne sait pas ça. Alors, je pense que, passé un certain moment de la vie, le monde ne vous appartient presque plus. Et il est très difficile de juger quand on ne peut plus avoir de poids sur lui. On peut vous estimer un homme heureux, Michel Bouquet? Oh oui, parce que j'ai la chance de travailler. Et vous savez, dans une époque comme celle-ci, la chance de travailler peut se payer très cher parce que c'est quand même malgré tout, évidemment, de travailler à quelque chose que l'on aime, mais c'est quelque chose qui presque devient un privilège. Alors, je ne me plains pas de cette époque d'une certaine manière puisque j'y travaille. Merci beaucoup. Merci mille fois.